Bonjour à tous, bon vendredi, madame, messieurs, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes, la presse est donc dans les kiosques ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. La nouvelle expression parle de prestation de serment, la symbolique du 6 novembre, c'est le grand titre du journal, avec notamment la présidentielle de la présidence de la République, avec notamment le président de la République réélu, qui prêtera serment donc mardi prochain, selon bien sûr une circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC, une date qui coïncide avec la célébration des 36 ans du renouveau. C'est en page 7 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle de crise anglophone avec les leaders sécessionnistes, enfin au tribunal, pour la première fois depuis leur arrestation en janvier 2018. Julius Ayotame et compagnie sont donc arrivés au tribunal militaire. C'est en page 3. Le journal parle également du Social Democratic Front avec un comité exécutif houleux à Yaoundé. Ndidion Frundi va donc présider demain une session extraordinaire du NEC, un paquet de sujets explosifs et bien entendu qui fâchent issus donc à la suite notamment de la déculottée de la dernière présidentielle. C'est ce que dit le journal en page 7. Le même journal parle également du Bafoussam avec la marche du MRC qui crée la panique. Les autorités administratives et traditionnelles s'activent à dissuader les populations de prendre part à la manifestation prévue dimanche 4 novembre 2018. Et on parle aussi de l'opération Épervier ce matin avec l'affaire Vamoulke qui coince. Déjà 13 audiences renvoyées sans aucune avancée, ce qui pousse d'ailleurs le comité international pour la réhabilitation des détenus à dénoncer bien entendu l'injustice. C'est en page 5, c'est à lire dans la nouvelle expression de ce matin. Le journal Le Messager qui est dans les kiosques parle du NEC, le Social Democratic Front avec la nuit des longs couteaux, décimés par des guerres intestines et bien entendu des départs en cascade, détrônés par une nouvelle opposition plus vigoureuse. Le Social Democratic Front qui tient d'ailleurs une réunion de son National Executive Committee ce samedi à Yaoundé, suivra-t-il donc à la présidentielle du 7 octobre dernier. L'enquête du Messager, donc contenue dans le journal disponible ce matin. Dans les kiosques, le journal parle également de la présidentielle avec aussi d'autres faits. Donc la présidentielle avec le NUN, la nouvelle chasse gardée du RDPC, les manœuvres des lieutenants de BIA dans le fief de Ndamdjia, en page 3 du journal Bleu du Ciel qui est dans les kiosques parle donc de l'extrême nord et du nord avec le choléra qui nargue le plan de riposte du gouvernement. C'est en page 6 du journal qui parle aussi de l'extrême nord avec notamment 34,78% du taux d'exécution physique du budget d'investissement public. C'est en page 3 de ce même journal. Cameroun Tribune qui est dans les kiosques ce matin parle d'autre chose, jour de rentrée parlant du Parlement avec des faits, notamment ces débuts, les députés qui se retrouvent d'ailleurs dès 11 à ce jour pour parler notamment des questions des finances pour l'année 2019. C'est également le budget de l'année. En tout cas, il sera question d'évoquer également d'autres faits aussi avec le décès de 2 députés en espace de quelques mois seulement. Tout cela contenu dans le journal disponible ce matin. Le journal Mutation qui parle du Social Democratic Front, parle du conseil de famille. Ce samedi à Yaoundé, avec notamment une réunion du comité exécutif qui va permettre de faire dans le tour de tout ce qui a été fait lors du dernier scrutin. Qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Tout cela, ces questions vont trouver des réponses au cours de la rencontre de demain à Yaoundé. Et puis ce conclave qui intervient donc au moment où la défaite de Joshua aussi et bien entendu la reconnaissance même de la victoire de Paul Biya qui divise le Social Democratic Front. Et c'est en page 7 de ce journal. Le journal parle également du tribunal avec notamment la première apparition publique de Ayoub Tabé à lire en page 4 du journal disponible ce matin. Le journal Info Matin parle notamment de la présidentielle avec Paul Biya, seul contre 6 dans le Vouri, à découvrir en page 3 de ce journal. Et on s'intéresse également à d'autres faits que je vous invite à lire dans le même numéro disponible dans les kiosques ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Sur ce plateau, Georges Sémé, bonjour. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité une fois de plus. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus 2 novembre 2018 qui, comme vous le savez, marque la journée internationale de la fin de l'impunité contre les crimes qui sont commis à l'endroit des journalistes. Et vous savez que cette journée a été instituée depuis 2013 lorsque nos confrères français, Ghislain Sutton et Claude Veillon, ont été assassinés au Mali dans le cadre de leur reportage qui s'exerçait sur la lutte contre le terrorisme. Mais ça intervient également, cette célébration, dans un contexte international particulier qui est marqué par l'assassinat de notre confrère saoudien, Jamal Khashoggi, qui a été
assassiné au sein même de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Mais dans le cadre national, maintenant, ça intervient dans un climat très électrique de suspicion entre les autorités camerounaises et les journalistes que nous sommes. Et cela, ces relations ont été émaillées des interpellations, des arrestations et même des convocations de certains journalistes. Donc, c'est l'occasion d'appeler aux confrères à faire preuve de vigilance dans l'exercice de leur profession, mais également à faire preuve surtout de professionnalisme lorsqu'ils descendent dans les théâtres d'opération extrêmement difficiles. Mais il faut également appeler aux autorités camerounaises d'engager une relation saine avec la corporation des journalistes, mais surtout de marquer cette collaboration par un devoir de protection à l'endroit des journalistes. Donc c'était pour moi le coup de gueule dans le cadre de la célébration de cette journée internationale. Dommage, la presse n'en parle pas ce matin. De toute façon, Camille, bonjour. Bonjour Fadi. Et bienvenue donc à vous également. Merci. Sur ce plateau. Merci. Bonjour à Georges Aimé, bonjour aux spectateurs de Télévision et bonjour bien entendu à tous ceux qui prennent du plaisir, beaucoup de plaisir chaque matin. Et moi par contre, j'évoquerai l'autre date, celle-là qui est camerounaise, c'est le 2 novembre. 2 novembre 1982, vous vous souvenez très bien, c'était la spectaculaire démission du président Amadou Ahidjo. Et c'est une démission qui a eu une répercussion extraordinaire sur la vie de ce pays. Et je pense qu'on n'en parle pas, on a oublié cette date, mais c'est une date qui, moi je me souviens ce jour-là, ce soir-là, j'étais dans un taxi, j'étais au niveau de l'hôtel Serena à 20h. Quand j'ai entendu ça, je suis rentré chez moi. Parce que je me disais que le ciel devait nous être tombé sur la tête. Mais ce jour, on dirait qu'on l'a rangé dans les tiroirs de l'histoire, mais c'est un jour tout de même assez particulier dans l'histoire de notre pays. Merci à vous. En tout cas, on évoque quand même un pan de tout cela dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin qui parle de prestation de serment. La symbolique du 6 novembre, c'est quand même un titre de ce matin. On devrait titrer ici, parlant notamment de ce grand rendez-vous attendu par les Camerounais, la prestation de serment du chef de l'État. Se souvenir encore, le 6 novembre, on se souvient, c'était le jour où il prenait les rênes du Cameroun. La prestation de serment du président de la République, pas seulement au Cameroun, dans tous les pays, était un moment fort de la vie politique de chaque pays. Et au Cameroun particulièrement, dans un contexte qui est assez délicat aujourd'hui, cette prestation de serment est très attendue. Et vous savez qu'elle intervient au moment où l'Assemblée nationale entame sa 3e session de l'année parlementaire 2018. Donc cette symbolique de la prestation de serment a tout son sens lorsqu'elle est évoquée aujourd'hui par nos confrères de la Nouvelle Expression. C'est l'engagement que prend le président de la République qui est élu devant les institutions et devant le peuple de respecter les institutions de la République, mais aussi, en toile de fond, de respecter son programme sur lequel il a été élu. Pour le cas du Cameroun, M. Biya a été, comme vous le savez, élu au soir des élections du 7 octobre 2018, dans les conditions que vous savez, et ce moment fort de prestation de serment, qui pour beaucoup marque la fin de l'ère Biya, est très attendu. Le fameux Ahidjo Soussoué va non seulement marquer ce serment, mais également ce sera un certain observatoire sur ce que le président de la République va faire lors de ce dernier septennat. Donc c'est un grand moment pour un pays, notamment pour le Cameroun. Donc je crois que dans les prochains jours, je crois que c'est le 6, on nous a annoncé déjà tout un programme relatif à cette prestation de serment, sans en annoncer la date, mais on nous fait entendre dans les chaumières que ça va intervenir certainement le 6 novembre prochain, concomitamment avec la célébration de l'accession de M. Biya à la magistrature suprême en 1982. Alors la presse fait bien de faire, je voudrais dire, la presse, la Nouvelle Expression, fait bien de rappeler quand même ce moment, le tout premier de l'histoire du chef de l'État Paul Biya, de la prestation de serment, c'était le 6 novembre 1982. Mais cette symbolique, elle va exactement dans le même registre que celle du 2 novembre. Le 2 novembre, la démission spectacle de M. Ahidjo, inattendu de M. Ahidjo, et qui annonce qu'effectivement son successeur constitutionnel prendra ses fonctions le 6 novembre. Le 6 novembre, chaque 6 novembre, on se souvient effectivement de cette première prestation de serment. Et mais Georges Aimé venait de dire que ce dernier septennat, qui vous a dit que c'est le dernier septennat du président? Je dis que certains le disent. Certains le disent. Mais moi, je dois dire que les gens qui pensent que la prestation de serment, ce sera le 6 novembre, en fait, c'est la Constitution qui donne jusqu'au 6 novembre pour la prestation de serment. Mais dans le communiqué qui circule dans les réseaux sociaux et dans les réseaux informels, on n'a pas donné la date, comme vous l'avez d'ailleurs dit, et cette prestation peut intervenir le 4, le 5, mais on sait que la date butoir, c'est le 6. Donc cette symbolique
symbolique-là. Bon, si ça tombe de 6, moi je ne pense pas. J'ai du mal à croire que on va s'arranger à mettre ces prestations de 6, puisqu'il y a déjà un calendrier de manifestation prévu pour la célébration. C'est possible. Je dis c'est possible. Je suis en train de dire, mais je dis que c'est la Constitution qui nous donne jusqu'au 6. Vous comprenez? Mais ça peut intervenir. Mais le seul fait, c'est qu'on n'ait pas marqué la date. Est tout à fait révélateur. Et maintenant, sur cette symbolique du vous soupçonnez notre date du 6? Non, je ne soupçonne pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je dis qu'on parle du 6 novembre parce que c'est la date butoir de la Constitution. Mais c'est comme il peut le faire le 5. Parce que déjà, vous avez aussi vu circuler un calendrier sur toutes les termes nationales pour la commémoration par les militants du RDPC de cet anniversaire, de ce 36e anniversaire. Mais pour revenir encore sur cette symbolique, hier on a parlé, il y a des journaux qui avaient parlé de la comparution de Maître Ndoki le 6 novembre, et de dire que, de mettre un lien entre cette comparution, cet anniversaire et la comparution de cette jeune avocate qui n'a que 6 mois de barreau. Parce qu'il y a l'impression que beaucoup de gens ne savent pas qu'elle a prêté serment dans la dernière qui fait des avocats, elle n'a que 6 mois de profession. Non, moi je pense qu'il ne faut pas lier les choses. Et le fait de lier cette procédure, et d'ailleurs, je peux même vous dire que la procédure du 6 novembre n'aura pas lieu parce qu'elle entre dans les activités judiciaires du littoral, et ce jour-là, il n'y aura pas comparaison. Donc, la symbolique du 6 novembre, on fait bien, les Camerounais font bien de penser que, effectivement, chaque année, il y en a qui vivent le 6 novembre de façon douloureuse, en disant que non, c'est ce jour-là que l'histoire nous a donné un président dont nous ne voulons pas, et d'autres qui disent que non, c'est notre président, on le fait ce jour-là. Le 6 novembre n'a pas seulement une chose symbolique, mais toute une chaîne de symbolique. Très bien. Avec notamment ce titre de la nouvelle expression, parlant de la symbolique du 6 novembre, qui rappelle les 36 ans également du renouveau, à lire dans le journal, la nouvelle expression en page 7, c'est le même journal qui parle aussi d'autre chose, de ce grand rendez-vous du social-démocratique front annoncé pour demain, samedi. Il sera question de faire le point de la présidentielle. Oui, 2 points majeurs vont marquer ce NEC extraordinaire. C'est d'abord tirer les leçons de la quasi-débâcle, si vous le voulez, de la participation du candidat du SDF à l'élection présidentielle d'octobre 2007, mais également mesurer l'enjeu des prochaines échéances électorales qui sont quand même une occasion pour le SDF de rebondir. Là, on parle des municipales et des législatives qui auront lieu en 2019. Mais je crois que le menu principal sera de tabler sur les raisons pour lesquelles il y a eu cette déculottée du SDF enregistrée en octobre dernier. Vous savez que depuis le score de 1992 où le candidat Fondi a enregistré quand même 37%, il n'y a plus eu un score élevé d'un candidat du SDF à l'élection présidentielle. Le candidat aussi a malheureusement réuni 4% seulement et il faudra bien évidemment qu'on trouve les raisons qui entourent ce mauvais score. Et vous savez que ce n'est plus le candidat du SDF qui constitue la deuxième personnalité politique du Cameroun. Il s'est fait supplanter par le candidat du MRC et le candidat du SDF est plutôt 4e aujourd'hui. Donc il faut, pour ma part, essayer de voir les raisons pour lesquelles il y a eu cette descente aux enfers. Et j'espère que on va trouver les solutions pour rebondir lors des élections de 2019. Et vous savez qu'au sein même du SDF, il y a des guerres intestines, non seulement dans le positionnement, mais également sur la protestation du choix du candidat aussi, qui a représenté le SDF à l'élection présidentielle. La première salle est venue de l'Allemagne, où on disait qu'il faut absolument que M. Ossi soit écarté des rangs du SDF. Et tout récemment, il y a eu une autre lettre qui est venue du maire de Bloom, qui estimait que le monsieur Ossi a tout simplement entraîné le RDPC, le SDF dans les abysses parce qu'il est trop pro-RDPCI et il ne pouvait pas constituer le représentant du SDF. Donc, il fallait l'écarter également des rangs de ce parti. Donc, le NEC de demain est un NEC extraordinaire, mais il est très très important pour la suite à donner à la vie politique interne à ce parti politique. Très bien. Le journal La Nouvelle Expression parle d'un comité exécutif houleux à Yaoundé. Mutation ce matin. D'ailleurs, avant mutation, il y a le messager qui parle de la nuit des longs couteaux, qui est donc annoncé pour Yaoundé également. Et aussi, mutation qui fait savoir que c'est le conseil de famille qui va se tenir, la famille du SDF. Le messager qui a fait un titre, moi, le titre qui retient mon attention, c'est le titre du messager, la nuit des longs couteaux. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que ça veut dire. La nuit des longs couteaux, c'est une histoire qui remonte aux activités politiques du régime hitlérien. M. Hitler, quand il entre de manière très très démocratique, il prend la tête du Reichstag en Allemagne, il avait avec lui deux mouvements
mouvement, le premier mouvement d'ailleurs qu'il a porté, c'était les SA. Et ensuite, on les appelait, c'était des gens qui étaient en tenue kaki, en tenue brune, qui sont constitués en véritables milices du parti. Et il y avait maintenant les SS, qui eux étaient conduits par M. Göring, M. Himmler, qui constituaient plutôt une sorte d'élite noire. Alors, il s'est posé un problème à un moment donné. On a estimé qu'il y a une concurrence entre les SS et les SA et que l'une de ces formations est de trop. Alors, il y a eu une réunion qui a été convoquée. On avait convoqué tous les chefs des SA dans une auberge, une nuit, parmi lesquels Ernst Röhm, l'ami même intime d'Hitler, l'ami des premiers combats, qui était là. Et ils ont tous été massacrés. Tous été massacrés. C'est ça qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Et ça a été la fin des SA. Donc, quand le messager titre la nuit des longs couteaux, il faut que les gens remontent à l'histoire. Mais maintenant, la nuit des longs couteaux, je pense que le conclave du NEC qui arrive peut aussi constituer une sorte de nuit des longs couteaux, où beaucoup de têtes risquent d'être coupées, et peut-être même celle de monsieur aussi. Mais sur la forme? Non, je dis coupé sur la forme. Non, coupé. C'est-à-dire qu'ils vont descendre de leur piédestal où on va redistribuer les cartes, on va refaire une sorte d'agrément. Non, c'est pour ça que je suis en train de dire que le NEC qui a annoncé, c'est un NEC qui va effectivement être assez brutal. Beaucoup de choses vont se dire, beaucoup de choses désagréables, et beaucoup de choses désagréables même à l'encontre de certains militants que l'on va soupçonner, que l'on soupçonne déjà depuis très longtemps, de collusion, soit avec le RDPC, soit avec le MRC. Parce qu'il y a aussi ce problème. Le parti est divisé, selon bien entendu la presse, le messager de ce matin, pour dire qu'il se pose une question, suivra-t-il donc à la présidentielle du 7 octobre dernier, qu'est-ce qui va être fait concrètement? Est-ce que les têtes vont tomber, comme on dit très souvent, on dit que plusieurs personnes vont perdre leurs responsabilités au sein du parti et d'autres seront certainement chassés? Il est tout à fait clair que le parti SDF est sorti en lambeaux de cette élection. On l'a vu dans la région du littoral où il y avait ce son dissonant entre le président régional du littoral, M. Jean-Michel Nietzsche, et son représentant départemental pour le Vori. À l'époque, je crois, il y a 2 semaines, M. Nietzsche voulait organiser une marche de protestation contre les fraudes massives, comme il appelait les fraudes massives à l'élection présidentielle. Mais il y a eu un contre-communiqué de son représentant départemental, M. Lotinzame, qui disait qu'il se désengage sur la démarche qui a été engagée par son représentant régional. Mais vous savez qu'avant même cette escalade entre M. Lotin et Joshua aussi, en interne, il y avait déjà certaines distensions qui étaient observées sur la candidature, même la présentation même de la candidature de aussi comme le représentant du SDF à l'élection présidentielle. Il y a eu des bruits de bottes dans les chaumières où certaines personnes, certaines franges ne voulaient pas du tout que ce soit M. aussi parce qu'il appartenait à une certaine région ou alors parce qu'il n'était pas très représentatif au même titre que le chairman qui revêtait quand même à une certaine époque un certain charisme. Et ça a eu des conséquences nettes sur le déroulé de la campagne de M. aussi parce qu'on a quand même observé qu'il ne s'est pas fait accompagner par les personnes attendues dans le cadre de cette campagne électorale. Les grosses têtes, les forces têtes même du SDF ne l'ont pas accompagné. Donc ça a fait éclater au grand jour cette distension interne qu'on observe aujourd'hui au sein du SDF. Est-ce que les têtes vont tomber? On ne sait pas, mais ils vont d'abord commencer à tirer les leçons de cette débat et ensuite certainement prendre de fortes décisions et, comme le doyen l'a dit, redistribuer des cartes et amener les plus représentatifs à porter haut le flambeau du SDF en ce qui concerne les prochaines échéances de 2019. Alors, parlant notamment de cette rencontre, le journal La Nouvelle Expression parle d'un paquet de sujets explosifs qui fâchent d'ailleurs, à l'issue notamment de cette déculottée aujourd'hui. Le parti a perdu plusieurs places, selon notamment le classement des partis importants au Cameroun. Après le RDPC, c'était le SDF. Aujourd'hui, le SDF se retrouve en 4e position. C'est la mort du parti? Non, c'est pas la mort du parti. Je voulais seulement dire que le SDF est un très grand parti. Et moi, je pense que le classement du deuxième parti, ce n'est pas seulement tellement à cause de la deuxième place de M. John Fundi, avec les 37% que l'on connaît, mais c'est surtout à cause de sa représentativité. Vous savez très bien le nombre de députés que le SDF a dans le Parlement. C'est pour cela que moi, je pense que l'enjeu justement du repositionnement du SDF, ce sera à l'occasion des élections qui arrivent, des élections couplées qui arrivent, telles aussi bien municipales que législatives. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra maintenant classer valablement les partis représentés à l'Assemblée nationale. Parce que le RDPC, vous pouvez être surpris que le SDF reprenne sa place de deuxième parti. Mais maintenant, il faudrait d'abord qu'il se reconstruise entre-temps, qu'il ramène la sérénité et que tous ceux qui ont été débouchés ou qui ont quitté les rangs soient remplacés et que le parti se remette à vivre. Mais si vous rencontrez les militants les plus actifs dans le
SDF, tel par exemple M. Wafo Jean-Robert, il va vous dire que non, il m'a dit que non, notre parti va revivre. Ce n'est on a juste trébuché, mais nous avons les moyens de ramener le SDF là où il était. Mais il a eu un choc quand même. Hein. Il a eu un choc, ils ont eu un choc, bien entendu. Ils ne s'attendaient pas à un tel score. Mais oui. Le SDF n'a pas perdu son rang de premier parti de l'opposition, puisque lorsqu'on fait la comptabilité de la représentation au sein du Parlement, c'est bien ce que je viens de dire. Voilà, le SDF est toujours le premier parti de l'opposition. C'est bien ce que je viens de dire. On attendra certainement au terme des élections municipales. Si le pion a été damé par celui qu'on présente comme la deuxième force politique du Cameroun, naturellement, le MRC. Très bien. Alors, c'est à lire dans le journal, dans la plupart des tabloïds ce matin, qui reviennent également sur ce rendez-vous annoncé du SDF, donc un rendez-vous qui permettra au parti de penser, de revoir un peu ce qui n'a pas marché au cours du dernier scrutin présidentiel. Alors, Cameroun Tribune parle de jour de rentrée, parlant notamment de ce Parlement, les députés qui se retrouvent aujourd'hui pour étudier plusieurs sujets concernant la vie de la nation. Est-ce qu'il sera question de revenir sur la crise anglophone? Il sera question de revenir sur la présidentielle. Également plusieurs sujets, selon bien sûr le journal ce matin, qui rappelle quand même que c'est un moment important de la nation. Oui, mais c'est d'abord une session ordinaire, comme l'année législative le demande, après le fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est une session ordinaire et c'est la troisième de l'année, dans la dernière. Au menu de cette session, je crois qu'il y a d'abord l'examen de l'exercice budgétaire 2019 qui sera mis sur la table des députés. Département ministériel par département ministériel, c'est lorsque ce sera examiné qu'on va voter le budget 2019. Mais il y a également certains projets de loi, voilà, des propositions de loi qui seront évoquées et là peut-être on pourra y adjoindre la crise anglophone ou d'autres grandes questions de la vie politique de notre pays. Mais je pense quand même que cette session est assez particulière, comme l'avait dit, parce qu'elle coïncide avec la prestation de serment du président de la République et certainement ça viendra, cette prestation de serment viendra faire un peu ombrage à l'agenda qui est prévu traditionnellement dans le cadre de cette session. Ils vont commencer ce matin et je crois que ça prendra peut-être une semaine ou 2 semaines, mais on attend quand même qu'il y sorte des votes sur des projets de loi ou alors des propositions de loi qui vont impacter directement sur la vie politique et économique de notre pays. Alors, il est également question, cette rencontre, c'est un moment où on annonce quand même qu'il y a eu décès de 2 députés d'un même parti en l'espace de 6 mois seulement. Ce sont des décès tout à fait... C'est une tâche quand même, une tâche noire aussi. Non, ce sont des décès tout à fait naturels. Ils étaient malades, ils sont morts, on ne peut rien contre cela. Moi, je ne vois pas... on ne peut pas suspecter quoi que ce soit. Et puis, ça ne change rien à l'envergure de ces députés qui viennent partir, ni même ça ne bousculera pas le déroulement de cette session. Mais ce que moi je voulais dire, et beaucoup de gens n'y pensent pas, c'est une session qui sera consacrée à l'examen du budget et José l'a dit, où les ministres viendront défendre leur budget. Mais il y a quelque chose moi, qui m'amuse, parce qu'il est certain que après la présidentielle, après la prestation de serment, le président de la République va procéder à un remaniement gouvernemental. Alors ce remaniement gouvernemental, on va voir certainement des ministres qui vont défendre leur budget, le budget de leur ministère là, à l'Assemblée, et un mois plus tard, ils ne seront plus à la tête de ce ministère. Parce qu'il y a ce risque-là, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui vont partir, il y a beaucoup de ministres qui vont peut-être changer de marocain, et il y a beaucoup de nouveaux ministres qui vont arriver. Donc c'est ça qui devrait retenir aussi l'attention des gens, ces ministres qui défendent leur budget, le budget de leur ministère, mais qui ne seront pas là. Et maintenant, attendre que les autres viennent, parce que ceux qui pourront gérer le budget éventuellement entrer vont venir gérer le budget qui aura été défendu par certains autres. Moi, c'est ça qui m'amuse. Personne n'y pense encore. On se dit que les ministres vont passer, mais il y en a qui vont partir, il y en a d'autres qui vont arriver. Très bien. Alors, c'est dans le journal, dans la plupart des tabloïds également ce matin, on parle de cette rentrée parlementaire qui va permettre également aux députés de pouvoir explorer le projet de budget pour l'année 2019. Mais seulement, on revient également sur un autre fait, une autre actualité qui fait le tour de la presse, c'est la crise anglophone avec les leaders sécessionnistes. Enfin, au tribunal, le journal La Nouvelle Institution fait savoir que pour la première fois depuis pratiquement leur arrestation en janvier 2018, Julius Ayoub Tabay et compagnie ont été présentés, sont arrivés en tout cas au tribunal militaire.
Bien, vous savez qu'ils ont été arrêtés au nombre de 47 en janvier 2018, mais une dizaine seulement se sont présentés à la cour d'appel, du tribunal militaire. Mais je pense que euh, c'est une avancée parce qu'il y avait des supputations quand même sur leur état de santé ou alors sur les traitements au secrétariat d'État à la Défense où ils sont détenus jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont donc présentés physiquement et ceux qui l'ont vu disent qu'ils affichent quand même une bonne mine et ne présentent aucun signe de maltraitance. Et c'est vrai que nous ne sommes pas des docteurs, on ne peut pas dire s'ils sont en bonne santé ou pas, ou alors ils auraient subi des sévices ou des traitements corporels. Mais on se réjouit déjà qu'ils se soient présentés physiquement après avoir décliné quand même devant la convocation du tribunal. Le procès, vous savez qu'il tourne autour de la crise anglophone sur certains chefs d'accusation graves qui sont retenus contre eux, apologie de la sécession, rébellion, destruction des biens publics, etc. Et je pense que la requête pour laquelle ils étaient présentés hier était une audience en habeas corpus qui est basée strictement sur les droits du détenu. Et leurs avocats avaient introduit une requête pour leur libération immédiate. Elle a été rejetée en première instance. Ils ont interjeté appel et on attend pour ce 15 novembre le dénouement sur l'appel qui a été formulé par les avocats. Mais dans les chaumières, on nous dit que bien évidemment cet appel sera rejeté, mais ils auront encore l'occasion de se pouvoir en cassation en requête pour la libération immédiate de ces 47 détenus. On a tout dit, ou presque, en tout cas, sur la question, sur la présence effective même de ces leaders, notamment Ayouk, qui n'était pas visible jusqu'ici, selon bien entendu des sources, pour dire qu'aujourd'hui, finalement, il a été vu, aperçu par les avocats qui étaient devant la barre, pour parler notamment de ce qu'ils ont fait, ce qui leur est donc reproché sur la base de plusieurs faits également évoqués par le tribunal. Jocelyn l'a dit, ils se retrouvaient hier en cours d'appel par rapport à la demande de mise en liberté provisoire déposée par leurs avocats. Vous doutez bien qu'ils ne peuvent jamais être libérés, puisque l'affaire, au fond, n'est pas encore ouverte. Moi, je pense même que l'instruction n'est même pas encore terminée, mais c'est tout à fait normal, c'est une procédure tout à fait normale. Demande de liberté provisoire qui a été rejetée en première instance, et maintenant ils vont en cours d'appel pour revoir cela. Mais il est évident que ces Camerounais qui ont conduit les hommes qui ont parlé, parce que vous avez parlé aussi bien publiquement que dans les réseaux sociaux, comment lui, il a décidé d'engager son pays pour sa libération. Et on sait très bien que c'est au nom d'Ayouk Tabé, sous les instructions d'Ayouk Tabé, que nous voyons les exactions qui font qu'il y a près de 200 soldats qui ont été tués, plus de 400 personnes tuées depuis lors. Donc le problème, et moi je le dis toujours, ce n'est pas un problème de crise anglophone, c'est un problème de crise sécessionniste. Et cette crise sécessionniste, elle va être jugée non pas devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, mais devant le tribunal militaire, parce que les délits justement qui leur sont opposés sont hostilité envers la nation, terrorisme, destruction de biens, apologie du crime et tout. Ce sont des délits qui ont été prévus et réprimés, qui sont jugés par le tribunal militaire. Donc on n'en est qu'à la première phase qui est tout à fait procédurale. Mais il est certain que l'ouverture du dossier, lui, quand il va s'ouvrir effectivement sur les réels faits, parce qu'ici, ils ne font que demander la liberté provisoire. Et le fait qu'on les ait vus en liberté, parce que moi, au moment où on était en train de dire que non, on les a peut-être tués, ou bien ils sont mal portants et tout ça, ça c'était tout simplement des remous de surface. Les gens se disaient que qu'est-ce qu'ils sont devenus là-dedans, on est en train de les taper. Mais vous savez très bien que, bon, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais les prisonniers qui sont gardés au secrétaire d'État à la Défense bénéficient d'avantages que ceux de Koningui ne bénéficient pas. C'est-à-dire que c'est bien, il y a le ciment, il y a le ventilateur, il y a la sécurité, il y a la télévision, il y a la lecture et tout. Mais sauf que vous n'en sortez pas, c'est tout. Ils sont dans ils vivent dans de meilleures conditions que les autres de Koningui. Seulement, ils sont tout simplement dans un environnement beaucoup plus sécurisé. Et là, aujourd'hui, on en est que la procédure n'en est à leur demande de liberté provisoire. Vous doutez bien que même vous n'accepterez pas qu'ils retournent d'abord chez eux. Voilà. Donc, parlant des leaders sécessionnistes enfin au tribunal, c'est la nouvelle expression qu'il le dit ce matin. En même temps, Mutation parle donc de première apparition publique de Ayouk Tabé et compagnie, donc dans le journal également de ce jour. On peut dire également dans la presse aussi d'autres sujets, d'autres faits, parlant notamment de Vamulke, qui aujourd'hui, dans la nouvelle expression, parlant de l'opération Pervier, l'affaire Vamulke qui coince déjà 13 audiences renvoyées sans aucune avancée sur cette question. Oui, il y a eu 13 renvois. Vous savez que c'est depuis 2016 que M. Vamulke a été
été arrêté. Il a d'abord été débarqué en tant que directeur général de la CRTV et il a été arrêté, je crois, en juillet 2016 pour détournement de fonds publics en coaction avec M. Abba et je crois Mme Antoinette Issomba qui était à l'époque directrice générale de la CMCA, comme il l'appelle la base, qui est l'agence qui est en charge de s'occuper du marketing de la CRTV. Donc la somme porte sur environ 4 milliards de francs CFA, détournement de deniers publics, mais l'affaire semble s'enliser parce que jusqu'aujourd'hui, M. Vamouke est toujours officiellement en détention provisoire. Et après bientôt 3 ans, je pense quand même qu'il faut dire le droit sur cette affaire qui porte quand même non seulement sur un bon pactole, mais également sur la situation du détenu qui est encore aujourd'hui présumé innocent. Et nos sources nous disaient que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de témoin à charge qui viendrait accabler ceux qui se présentent, M. Vamouke et ses acolytes, donc vivement que le droit soit dit afin que s'il est déclaré coupable, qu'il soit tout simplement confirmé en prison. Alors si il ne l'est pas, qu'il soit tout simplement libéré. Mais après 13 heures en voie, on est sur le droit de s'interroger ce qui se passe effectivement avec ce dossier. Est-ce qu'il est vide qu'on dise droit? S'il n'est pas vide, qu'on l'inculpe et qu'on lui applique la sanction appropriée au lieu de traîner comme ça depuis bientôt 3 ans. Parlant de cette affaire Opération Épervier, il y a bien entendu le comité international pour la réhabilitation du détenu qui dénonce l'injustice à la suite de ces 13 renvois quand même. Une personne qui est détenue depuis 2 ans et dont les audiences sont renvoyées parce que ça c'est la 14e, 14 fois coup sur coup, de 2 choses où on n'a rien trouvé là-dedans, où on le maintient tout simplement en prison pour rien. Et José Mé, tout à l'heure vous avez parlé d'acolyte, M. Amadou Vamouke n'a pas d'acolyte, c'est-à-dire qu'il est inculpé tout seul et Mme Antoinette Issomba, elle est inculpée de son côté, mais seulement l'inculpation la plus farfelue, c'est la coaction de détournement avec M. Mendoza. Vous savez très bien que M. Vamouke est arrivé après M. Mendoza. Ils n'ont rien traité ensemble et il avait bien été dit au moment où M. Vamouke est arrivé. D'ailleurs, la première mesure qu'il avait faite, c'est de demander un audit pour faire la séparation entre les gestions de M. Mendoza et la sienne. Alors, il est difficile de croire que ce chef d'accusation va prospérer devant le tribunal. Mais l'autre chose aussi qui a certainement poussé cette organisation internationale à demander quand j'ai un coup d'œil, c'est que M. Vamouke, dans cette affaire-là, il est là depuis 2 ans. Rien ne passe. La procédure n'avance pas et le temps ne fait que passer. Une personne qui est en prison depuis 2 ans sans jugement, c'est tout de même assez curieux dans un pays qui se dit être un pays de droit. Donc, l'affaire Vamouke n'a pas fini de faire rager les gens, n'a pas fini de poser des questions aux pratiquants de droit et à ceux surtout qui militent pour la liberté comment on appelle ça, le droit à une justice équitable. Donc l'affaire Vamouke est une affaire assez curieuse et beaucoup de gens pensent même qu'elle va se terminer par sa condamnation pour tentative de complicité intellectuelle, de détournement. Très bien. Alors donc on peut lire l'article dans la nouvelle expression, page 5 précisément. On va dire un mot sur la santé dans l'extrême nord et le nord. L'œil du Sahel parle du choléra qui nargue le plan de riposte du gouvernement, un peu comme si ce qui a été engagé par les pouvoirs publics ne sert à rien. Mais je crois que toute la bonne volonté du gouvernement n'arrange pas la percée du choléra. Et vous savez que c'est chaque année qu'on parle de cette dissémination de cette maladie en zone septentrionale. Et la sensibilisation n'a pas suffi. Les mesures de sécurité, d'hygiène et d'hygiène de santé qui ont été mises sur pied ou alors prises par les populations ne suffisent toujours pas. C'est la raison pour laquelle on parle de choléra qui nargue le plan de riposte du gouvernement, tout simplement parce que l'épidémie continue et les morts continuent malheureusement également d'être enregistrés. Donc il faut une action concertée entre le gouvernement qui est représenté sur le terrain par les autorités sanitaires, mais également une participation de la population à travers tout simplement le respect des règles de base d'hygiène et de salubrité. Mais le gouvernement devrait également prendre toute la mesure en mettant à la disposition de ces mêmes populations de l'eau potable pour freiner chaque année l'évolution de cette maladie. Alors, dans l'article de ce matin, on peut lire qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des stratégies qui ont été également mises sur pied pour contrecarrer la pathologie, mais seulement, même les responsables sanitaires de la localité estiment que c'est de l'argent gaspillé
ou alors c'est un gouffre à sous, clairement, parce que c'est depuis des mois quand même qu'on parle du choléra dans cette partie du pays, mais jusque-là, pas de solution véritable. Non, c'est depuis des années, c'est pas depuis des mois, depuis des années. Et chaque année, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les urgences, bien entendu, quand je parle des mois. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, comment donc ces mêmes causes peuvent-elles produire les mêmes effets? Georges Semaine a dit, il faut une participation, une implication active du gouvernement. Est-ce que le gouvernement s'implique effectivement? Parce qu'on a souvent entendu les cris d'orfraie du ministre de la Santé qui de Yaoundé parle du choléra à l'extrême nord sans que lui-même descende et sans que lui-même prescrive un certain nombre de choses à faire. Maintenant, Georges Semaine l'a encore dit et c'est connu qu'il faut absolument que le gouvernement mette des moyens pour des forages d'eau, pour des forages ou même pour une adduction en eau potable. Vous savez que c'est une région, surtout l'extrême nord, c'est une région où pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau. Les cours d'eau boivent leur eau. Et c'est pendant la saison de plus que cette eau ressort du sous-sol. Donc c'est une situation assez difficile qui oblige les gens à boire de l'eau qui n'est pas très très potable. Et maintenant, c'est pour ça, c'est l'une des causes. Maintenant, quand on connaît les causes, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Le gouvernement doit prendre des mesures, qui doit multiplier les mesures pour que, effectivement, ces causes ne produisent pas les mêmes effets. Très bien. Alors, un dossier à lire dans le journal, en page 6 de l'Œil du Sahel ce matin, parlant d'une stratégie trimestrielle, à plus d'1 milliard de francs CFA, avec des autorités sanitaires qui redoutent même une flambée de l'épidémie de ce choléra-là, dans cette partie du pays également. Ce sont des informations à découvrir dans le journal L'Œil du Sahel ce matin. Merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer déjà un très bon week-end et retrouvons-nous la semaine prochaine avec le même plaisir, sans doute. Tout à fait. Merci. Allez, bon week-end à lundi, 9h20.